incontournables. Donc on retrouve ici tout ce qui gravite autour du cinéma, des séries télé et des séries en général, et aussi de tout ce qui passe à la télévision. Donc il y aura un guide TV, donc j'ai choisi 5, 6 voire parfois 7 films qui me semblent intéressants, que je vais te proposer. Comme cette vidéo maintenant je te la propose le samedi, je vais partir sur la semaine du dimanche 2 novembre au samedi 8 novembre. Donc on va commencer par un incontournable bavardage blabla sur ma télé que j'ai enfin reçue. Je sais même pas si elle fonctionne parce que je l'ai pas branchée. En fait, que je la laisse prendre la température. Il faut toujours faire ça avec le matériel. Faire en sorte qu'elle soit à température ambiante. Ça se fait aussi pour les parquets flottants et tout ça. Logiquement, un professionnel, quand il va poser un parquet chez les gens, d'abord il dépose le parquet dans la pièce principale à température ambiante. Donc si c'est l'été, il n'y a pas de chauffage et on laisse la température de la pièce faire gonfler ou dégonfler le bois à sa convenance. Et s'il y a du chauffage chez l'hiver, il y a du chauffage, il faut que ça soit à température ambiante par rapport au chauffage. Il faut laisser le parquet 48 heures, je crois. Ouais, 48 heures, parce que moi j'avais fait des stages et tout ça, et je me rappelle avoir déposé le parquet à l'avance. Vraiment dans la pièce où on allait poser le parquet. 24 heures, 48 heures à l'avance. Bon, peu importe, au moins minimum, je pense que c'est 24 heures à l'avance. Bah, pour les télévisions et tout ça, bah, il faut les laisser aussi à température ambiante, surtout que là, c'est l'hiver, les télés, elles passent des nuits dans des entrepôts, dans des camions, dans des machins et tout ça. Donc elles prennent à la fois l'humidité quand il pleut, elles prennent le froid, et quand toi ta télé arrive chez toi avec la chaleur, parce que là toi il y a du chauffage et tout ça, et bah il y a une condensation qui peut se créer en tout cas. Déjà moi tu vois la télé, j'ai déposé sur mon lit voir si elle était en bon état, toi, si elle n'était pas pétée tout ça. Et en la touchant, bah tu vois bien qu'elle est froide. Tu vois, la télé est froide, même si elle était dans un carton, elle est froide. Donc là faut pas se précipiter pour la brancher, il faut attendre avant de la brancher. Donc là ça doit faire 3 heures que je l'ai, j'ai d'abord posé, j'ai monté les pieds. Après je l'ai posé à sa place et j'attends avant de brancher le tout. Ouais, 3-4 heures c'est bon quoi. Ça commence déjà à être un peu plus tiédasse. Donc c'est pas mal. Alors pour l'histoire de ma télé, je vais faire rapide parce que ça m'a vraiment pris la tête. Je crois que j'ai passé un mois d'octobre vraiment casse-couille. C'est un mois d'octobre vraiment casse-couille. Et donc début octobre, j'ai commandé ma télé, une Sony Bravia 3 sur le site officiel de Sony France. Donc il l'a envoyé 24 heures après, un service de livraison, je crois que c'est JDO, machin, tout ça. Et pour être livré au plus tard, le 9 octobre, au plus tard. J'arrive vers le 9 octobre, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas été contacté par le service de livraison, donc je leur envoie un mail, ils répondent pas. Bon, c'est pas grave, je dis je vais attendre une semaine, hein. Je suis pas pressé. Passe une semaine supplémentaire. Donc là, on arrive presque à 2 semaines par rapport à la commande initiale. Je renvoie un email, ça répond pas, donc j'envoie un email sur le site de Sony France, sur le SAV. Eux, ils me répondent quasiment rapidement et qui me disent bah on va contacter service livraison, ben on verra bien. Et 3, passer le week-end, donc on repart sur une 3e semaine. Ils me recontactent en disant on n'a toujours pas de nouvelles, donc dès qu'on a des nouvelles, on vous tient au courant. Je dis attends, faut pas déconner quoi. Et à un moment donné, j'en ai eu un peu marre. Je leur ai dit soit vous me la livrez le vendredi, soit vous me remboursez. Bon, ils m'envoient un message genre on vous tient au courant dès qu'on a plus de nouvelles. Un peu un truc automatique, genre tu nous saoules, allez c'est bon. Donc c'est pas grave. Moi ce que j'ai fait dans la foulée, j'ai fait un litige PayPal parce que j'avais payé par PayPal. J'ai fait un litige PayPal en demandant un remboursement. Voilà. En demandant un remboursement, passe encore un week-end. Je me retrouve à entamer la 4e semaine, donc cette semaine-là, quand même. Donc en début de semaine, lundi, bon ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de me rembourser. Voilà.
parce qu'ils m'ont demandé d'écrire un mail en disant bah si elle arrive la télé, bah que je la renvoie, que je ne l'accepte pas, que je l'envoie. Bon évidemment, de toute façon c'est pas mon genre, mais ils me connaissent pas non plus. Donc oui, j'ai envoyé un écrit, puis ça a valeur, ça a une valeur, comment dire, juridique. Hein. Donc comme quoi si par miracle elle arrive un jour, je la refuserai et je la demanderai au livreur de la retourner au destinataire. Bon. De toute façon, là j'ai encore regardé, je crois hier, cette télé-là, est-ce qu'il y a un suivi? Bah, elle est toujours au point de départ. Ça n'a pas bougé, elle est toujours au point de départ. Et les gars, je leur envoyais des emails, ils répondent pas. Sony France, apparemment, leur envoyait des emails, ils répondent pas. Je pense que la télé, ceux-là sont gardés, et puis ils attendent, ils laissent crever le truc, toi. C'est vraiment, j'ai jamais vu des incompétents pareils. J'ai jamais vu autant d'incompétents, même Sony France, c'est des incompétents. Moi, je travaille à Sony France, dans le service livraison qui va déposer les télés, tout ça. Je peux t'assurer que moi, je remue dans les brancards pour trouver la télé. Hein. Et dis donc, je vous ai posé une télé là, la dernière fois, elle est où la télé là? Elle est où? Parce qu'elle est pas partie, ça fait un mois qu'elle est pas partie la télé. Une télé qui pèse 15 kilos avec le carton, elle pèse 10 kilos. Et le carton pèse apparemment 14 kilos. Bon, ça va, c'est pas très très lourd. Hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est une télé 43 pouces, c'est pas super lourd. Bref, cette télé là, je suis quasiment persuadé que je la verrai jamais arriver. Et que Sony France va se démerder. C'est leur problème. Ils ont fait appel à un service de livraison qui est vraiment pitoyable. Toi, autant Chronopost ou France Express, toi là j'ai eu affaire à France Express. Bah, il peut y arriver des colis abîmés, tout ce que tu veux. Mais ma trottinette qui pèse 30 kilos, 24 heures après, elle était chez moi quoi. Voilà, 24 heures après, elle était chez moi. France Express, parce que là, ce que j'ai fait en fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit la Sony Bravia 3, bon bah c'est mort. Je me suis fait rembourser l'argent, tout ça rapidement. Et derrière, je me dis, ça me fait chier, j'ai pas envie de recommander la même télé. Même si je la commande sur Amazon, toi. Et finalement, moi j'ai regardé un petit peu et je me suis dit, ça me prend la tête. Moi je veux une télé qui soit fonctionnelle, qui ait une belle image quand même. Et qu'à un moment donné, que je puisse jouer à mes consoles. Parce que la télé que j'avais depuis plus d'une dizaine d'années, tout ce qui est PC, console et tout ça, ça fonctionne plus. Voilà, ça déconne. Donc à un moment donné, je dis je vais me payer une télé en attendant. Je vais pas me payer une télé aussi chère que la Sony Bravia 3. La Sony Bravia 3, elle est sortie en 2025 à 700 euros, mais elle est tout de suite tombée à 600 euros avec des moins 100 euros. Parce qu'apparemment ça sent pas très bien, mais il y a pas beaucoup de critiques et j'ai pas eu de test ou quoi que ce soit. J'ai vu quelques reviews de particuliers. Bon, c'est du Sony Bravia, donc logiquement ça devrait être pas mal quand même. Et bon, je me dis, je voulais une Sony Bravia. Bon, alors moi je l'ai commandé à 600 euros avec un 5% de réduction. Sur le site de Sony, ça me l'a fait à 570 euros. Ça me faisait chier de reprendre la télé à 600 euros sur Amazon par exemple. Parce que je m'étais mis en tête et je dis, soit je vais la chercher, soit je commande sur Amazon. Amazon, ils vont me l'envoyer par leur service à eux, tu vois. Bon, je dis, bon, moi ça me fait chier quand même. Je dis, je sais pas pourquoi la Sony Bravia, si elle est pas venue à moi, c'est un signe. Je vais pas insister là-dessus. Et puis je vais partir, je sais pas, j'ai commencé à regarder les télés. Il y avait une iSense qui me plaisait bien aussi, que j'avais vu tourner et tout ça, à 300 euros. Et je me dis, je vais commander sur Leclerc. Leclerc l'avait plus. Ah merde, pourtant il l'avait il y a quelques semaines. Il l'avait plus. Bon, je regarde comme ça, puis je tombe sur une TCL, une T6C. Exclusif Amazon avec Fire TV, tout ça, avec commande Alexa. Comme moi j'ai Alexa, je peux commander la télé, la faire éteindre par Alexa, tu vois. Je peux être dans mon lit, je peux dire Alexa, éteins la télé. Et Alexa, paf, éteint la télé. Donc ça peut être pas mal. Et j'ai vu des tests et je trouvais que le contraste, tout ça était vraiment joli. Les couleurs étaient neutres, certes, mais après c'était le mode standard. Après les réglages, moi tu sais, je vire tous les réglages à la con, les trucs à la con, je les vire et je reste au plus neutre possible. Et après j'ajuste les couleurs, tu vois. Donc j'ai pris cette télé là, elle était à 271 euros. Ouais, 271 euros, c'est-à-dire 300 euros moins cher que la Bravia 3. Et puis voilà,
Je prends celle-là, elle est là derrière, tu vois. Je l'ai posée, je l'ai pas encore branchée. Elle est pas fêlée, elle est pas machin. J'ai monté ça, j'ai posé ça avec son et tout. Quand je vais la brancher, bah, je vais voir les tests, hein, je vais voir ce que ça peut donner. Donc là, j'ai commandé cette télé là. J'ai vu qu'il envoyait par France Express. Je dis merde, encore un truc de livraison à la con. France Express, il m'envoie un mail, un SMS plutôt, un SMS en me disant la télé arrive demain. Ah bah je dis c'est très bien. Demain matin, le lendemain matin, j'ai un coup de téléphone d'une dame très gentille qui s'exprime correctement en français. Oui mais c'est ça, c'est important quoi. Qui est poli, une personne courtoise, polie, qui me dit donc la télé risque d'arriver demain et pas aujourd'hui, c'était une erreur de notre part. Est-ce que demain matin entre 8h et machin ça vous convient? Je dis pas très très bien. Ok, bah, on garde le rendez-vous. Si la télé malencontreusement n'arrive pas demain, on vous rappelle tout ça. Pas de souci. Donc là il me renvoie un SMS pour me dire qu'un rendez-vous a été pris. Ok. On arrive au lendemain matin, je reçois un SMS comme quoi la télé est bien arrivée et qu'elle va arriver entre telle ou telle heure. Ok, très très bien. Et il me renvoie un SMS pour me dire que la télé risque d'arriver à 9h36, un truc comme ça. Et je peux même suivre le camion. Il m'envoie un email pour que je puisse suivre la livraison, tout ça. Et être présent, tu sais, au bon moment, descendre et aller chercher la télé. Voilà. Et j'ai eu une personne qui était très gentille, tout ça. La télé, bah, elle n'était pas abîmée, tout ce que tu veux, le carton était propre. Voilà, rien à dire de plus, ça a été, voilà, ça s'est fait en 48 heures. En 48 heures, hop, merci, au revoir, j'ai ma télé. Donc, ouais, ça fait un mois que j'attends l'autre télé. D'ailleurs, elle est toujours, je sais pas où. Et ça a été vraiment, vraiment, c'était pénible. C'est pénible et voilà, finalement, j'ai pris une télé TCL, donc c'est une sous-marque. Mais comme de toute façon, c'est les mêmes dalles. C'est les mêmes dalles. Après, c'est les technologies, les logiciels, l'intelligence artificielle qu'il y a dedans, l'upscale, machin, tout ce que tu veux qui va faire la différence. Mais bon, TCL et Hisense, c'est aussi des marques qui montent, qui montent, qui montent, et qui pour moins cher proposent parfois bien mieux que ce que propose Sony, tout ça. Et Sony s'en a vachement perdu. Franchement, ça en a perdu. Donc, bah, c'est pas plus mal. Voilà, le destin en a décidé autrement, ça sera comme ça. Et comme ça me fera 300 € de plus que je vais mettre de côté pour sûrement la PS5 l'année prochaine. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc on va partir sur l'incontournable avis de film. Un film que j'ai vu sur Netflix. Ça grince là. Donc c'est un film seconde chance parce que la première fois où j'ai vu ce film là, j'avais pas trop aimé mais je l'avais regardé en faisant autre chose. Voilà, il avait dû passer à la télé. Et j'étais sûrement en train de faire autre chose. Alors si je fais des allers-retours, je regarde un œil comme ça. Je surfe sur internet, je joue à Balatro, tu vois. Donc c'est vrai qu'en le regardant sans y prêter trop attention, j'avais dit bon c'est quand même très moyen ce Batman. Et oui parce que c'est The Batman, voilà. C'est The Batman, le film que j'ai vu sur Netflix. D'ailleurs hier soir, c'est mon avis à chaud. Et en fait c'est un film qui demande une attention. Comme je vais dire beaucoup tous les films en fait. Dès que tu commences à faire autre chose, t'es pas vraiment dans le film et voilà, évidemment t'accroches pas. Donc là j'y ai vraiment prêté beaucoup plus attention. Et qu'est-ce que je pourrais dire de ce film là? Bah, j'ai mieux aimé en fait. J'ai bien aimé. Alors c'est pas un chef d'œuvre, c'est pas. Est-ce qu'il est meilleur que le Batman de Tim Burton ou meilleur que le Batman de Christopher Nolan? Ça c'est une grande grande question. Ou le Batman joué par Ben Affleck aussi. Quoiqu'il n'a pas fait de film seul, Ben Affleck. Il a joué vraiment avec d'autres super-héros, tu vois. Pour moi, le Batman de Tim Burton que j'ai vu au cinéma quand j'avais 11 ans, ça m'avait vraiment marqué. C'était un film vraiment particulier, sombre et tout ça. Le Batman de Christopher Nolan, il a vraiment réinventé le truc avec plus d'action. C'était assez badass et tout ça. Franchement, j'ai bien aimé. Christopher Nolan, c'est du grand blockbuster, du grand cinéma.
Là, ce Batman-là qui est réalisé par Matt Reeves, c'est un Batman qui se veut plus réaliste en fait, plus sombre, plus lent, sans fioriture, sans explosion à tout va, à part peut-être la scène de course-poursuite sur l'autoroute, tu vois. Où là, tu sens qu'ils en ont mis des pataquès d'un coup, tu vois. Ce qui fait c'est assez bizarre en fait, parce que c'est très lent, il se passe pas grand-chose. Et à un moment donné, ça explose dans tous les sens. La scène finale et tout ça, ça en met plein les yeux parce que oui, t'as plein de scènes qui sont juste, qui sont très très belles, c'est très très bien réalisé. Des scènes de boîte de nuit avec des rouges, des flashs rouges et tout ça entre le noir et le rouge. T'as un vrai contraste entre le noir et le rouge, c'est très très joli. Et c'est pareil avec une scène où, à un moment donné, ils sont dans l'obscurité parce que Batman a éteint la lumière. Et t'as les gars avec des mitrailleuses qui mitraillent, qui essayent de mitrailler Batman. Et en essayant de mitrailler Batman, bah, t'as le flash de la mitrailleuse, toi le feu de la mitrailleuse qui éclaire de façon fugace. Donc tu vois un peu Batman, puis après ça s'arrête. Et c'est les mitraillements qui font éclairer la scène. Donc tu passes entre le noir et, et ces flashs lumineux, tout ça c'est très joli. Franchement c'est bien foutu. La mise en scène est super belle. T'as des belles mises en scène. À un moment donné, quand il part en moto au tout début, je trouve ça vraiment très joli aussi. T'as des plans de la ville. Donc ça a l'air d'être New York, hein, mais bon, c'est Arkham. Mais généralement, ils tournent ça à New York. Je crois que tous les Batman, ils ont été tournés à New York. Et donc t'as des super plans de la ville et tout ça, de nuit, c'est magnifique. T'as des très très beaux plans. Donc ça se veut quand même assez glamour. Sauf que bon, t'as le côté un peu gore, un peu malsain et gore d'un des méchants qui est The Riddler, qui est l'homme mystère en français, tu vois. Donc ils ont gardé le nom d'origine anglais, The Riddler. Donc c'est pareil, t'as en fait l'homme mystère. Si tu le compares avec Jim Carrey qui a joué l'homme mystère, The Riddler, bah c'est l'homme mystère, logiquement il est très coloré, il est très machin, tout ça. Il est tout en vert et très coloré. Et très farfelu, c'est une sorte de clown, hein, un peu comme le Joker. Et en fait, là on a un Riddler, on a juste un gars qui a un mauvais masque sur la tronche, hein, limite un sac poubelle sur la tête, quoi. C'est ouais, on dirait un mec qui est habillé en sac poubelle, quoi. Il a un sac poubelle noir, t'as l'impression. Et ouais, il est attifé n'importe comment. Donc ça, c'est incompréhensible. Ah oui, ça se veut plus réaliste, mais en fait, bon, c'est pas les décors et les costumes, je les trouve vilains en fait. Je trouve que la mise en scène est vraiment très très belle et très soignée. Mais les décors et les tenues, je les trouve pas terribles en fait. Même la tenue de Batman, je la trouve pas ouf. Quand à un moment donné, il est tout en haut du commissariat de police et il tente, avant de partir et de planer tout ça, tu vois, il prend sa cape, il la referme tout ça et ça fait une sorte de cape volante. Tu sais. Euh, bah, je trouve ça bof en fait. C'est pas terrible. La moto elle est pas terrible, la voiture elle est classique. En fait, ils ont cherché à faire quelque chose de réaliste et en faisant quelque chose de réaliste, c'est pas ouf. Et, et Catwoman qui se veut sexy, tout ça. Catwoman, elle a juste un petit bonnet qu'elle a découpé comme ça et qu'elle s'est mis sur la tête. Un bonnet quoi. Elle a un bonnet. Elle a un bonnet sur la tête en guise de masque. Alors oui, elle a la combinaison, elle a quand même la combinaison noire et tout ça. Une combinaison moulante noire, ok, c'est très bien. Mais on sent quand même le côté un peu woke, faut pas trop sexualiser la nana, tu vois. Donc on n'en monte pas trop, quand on la monte pas trop, on s'attarde pas trop sur ses courbes, tout ça. Voilà, donc il y a un côté un peu, on monte pas trop de sexy. On a un côté un peu, on montre pas non plus les scènes de torture et tout ça et machin. Il y a un côté, les tenues, c'est vraiment fait à l'arrache quoi. C'est toi qui fais une tenue en gros. Ouais, c'est ça, ça se veut tellement réaliste que c'est un mec comme ça, il dit tiens, il se fait une tenue à l'arrache. C'est un peu ça en fait. Et, et je trouve que ça cloche un peu. Ceci étant, le film est vraiment intéressant, il est passionnant. Et ça réécrit un peu l'histoire
l'histoire de la famille finalement de Bruce Wayne, le père, tout ça. Donc il y a toute une histoire autour de tout ça. On a le grand méchant, le grand mafieux, on a le pingouin, c'est pareil, le pingouin. Bah, c'est sûr que le pingouin de Tim Burton, il fait très pingouin. Là, le pingouin, il fait pas pingouin. C'est juste un gars qui est un peu obèse, on va dire. Puis c'est une sorte de mafieux, quoi. Voilà, joué par Colin Farrell, qui s'est sûrement tout donné, a sûrement grossi pour le rôle, le connaissant. Et en fait, bah, c'est pas. Ouais, c'est. Voilà, c'est. C'est bon. C'est ce qui cloche vraiment dans ce film-là. Mais à part ça, bon, l'histoire est intéressante et j'ai passé un bon moment. Ouais, c'est un bon film. C'est un très bon film, mais il y a des choix que je ne comprends pas. Vraiment, au niveau costume et tout ça, je trouve qu'il y a. C'est à revoir. Tout ce qui est costume et les personnages, c'est à revoir. Par contre, c'est vrai que la mise en scène et l'histoire est intéressante. Voilà. Donc, on va partir sur les 6 incontournables films à voir cette semaine à la télé entre le dimanche 2 novembre, c'est-à-dire demain, et le samedi 8 novembre. Donc on va commencer avec le dimanche 2 novembre avec Homefront à 21h10 sur Sister. C'est un film de 2013, un film d'action avec Jason Statham, Isabella Vidovic. Donc ça c'est la fille de Statham dans le film. Kate Bosworth, James Franco et Winona Ryder. C'est un film de Gary Fleder. Je te lis le synopsis. Suite à un drame survenu lors d'une transaction de drogue, un ancien agent de la DEA vit retiré dans une ville tranquille de Louisiane avec sa fille. Un jour, l'adolescente qui subit les réprimandes d'un garçon à l'école lui donne un coup de poing. L'oncle du garçon s'avère être le dangereux chef d'une bande de narcotrafiquants. L'ex-agent soudain impliqué décide de reprendre les armes pour protéger sa fille et débarrasser la ville des malfaiteurs et de son baron de la drogue. Donc c'est du Statham, mais c'est du très bon Statham. Je m'explique. Statham, des fois c'est bourrin, c'est machin, c'est gna gna gna, ça castagne, on n'en attend pas plus de Statham. Voilà, on attend de lui qu'il leur mette plein la tronche. Et j'ai vu des films où il leur en met plein la tronche de manière exagérée, comme c'est The Beekeeper. Il a défoncé tout le monde dans The Beekeeper. Là, on a quelque chose d'un peu plus, je trouve, un peu plus mesuré. Et le fait qu'il y ait une fillette, enfin sa fille, qui doit la protéger, tout ça, on a vraiment un film beaucoup plus classique en fait. Et on est un film beaucoup plus touchant également. C'est un film touchant, classique. Et à un moment donné, il y a quand même une certaine fragilité parce que le fait qu'il ait une fille et qu'il y a un baron de la drogue, une petite merde, une petite saloperie là, qui va tourner autour et chercher à leur faire du mal, et bah il a comme une faiblesse Statham, donc ça va être compliqué pour lui. Non, c'est un très très bon film de Statham. C'est un très bon film d'action et je vais me dire c'est un très bon film policier, un thriller. Voilà, c'est un thriller. Ils mettent film d'action mais c'est un thriller. C'est un thriller avec un Statham qui est beaucoup plus mesuré dans son jeu. Voilà, c'est pas juste un gros bourrin, machin, tout ça. Aujourd'hui, Statham, malheureusement, je trouve qu'il fait beaucoup de trucs bourrins. Alors qu'à ses débuts, il faisait des films policiers, des machins, tout ça. Il avait des rôles un peu plus intéressants quand même. Donc Homefront, c'est un très bon Statham et je peux que te le conseiller. Donc c'est à 21h10 sur Sister, le dimanche 2 novembre. Donc maintenant, pour le lundi 3 novembre, on a Scream à 20h55 sur RTL9. C'est un film de 97 que j'ai vu au cinéma. C'est un slasher. Un slasher avec Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette et Drew Barrymore. C'est un film de Wes Craven. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo de vampire, justement. J'ai parlé de Scream, de Wes Craven et tout ça. Je l'ai évoqué. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Donc je te lis le synopsis. Casey Baker, une belle adolescente, est seule dans la maison familiale. Elle s'apprête à regarder un film d'horreur, mais le téléphone sonne. Bon,
Soit ils nous sortent des synopsis, que c'est des synopsis de Google, soit ils nous sortent un synopsis, ils te racontent tout le film, soit là ils te racontent même pas le film, ils te racontent même pas le début. C'est vraiment la scène, la toute première scène. Ouais, c'est le début de la toute première scène. Donc voilà, donc je vais essayer de t'expliquer c'est quoi un peu ce film-là. Ce film est vraiment incroyable. Je vais pas parler de chef-d'œuvre, mais dans le genre, c'est un chef-d'œuvre, c'est un incontournable. Dans le genre de slasher, donc c'est un tueur en série dans le monde des adolescents, un tueur en série qui tue des adolescents, quoi. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça, slasher. Hein. C'est bon. C'est Freddy Krueger, c'était un slasher aussi. Hein. On pouvait parler de slasher, des trucs comme ça. En tout cas, c'est le terme qui est apparu à cette époque-là, à l'époque de Scream, pour ma part. C'est le terme qui était là, c'est une sorte de. C'est des films adolescents, de tueurs en série, de meurtres et tout ça. Où t'as un inconnu qui est déguisé. Ouais, Halloween, c'est un slasher, oui, on en avait parlé, je crois, avec l'un d'entre vous en commentaire d'ailleurs. Oui, Halloween, c'est un slasher. Donc voilà, peu importe. Donc, c'est un film de 87, ça j'ai déjà dit. Le synopsis, ouais, bon. Alors, l'histoire. Alors, c'est dans une petite ville, et à un moment donné, il y a des meurtres. Voilà. Il y a des meurtres. Il y a des meurtres qui gravitent tout autour, finalement, d'une adolescente qui a perdu son père. Non, son père a disparu. Il a pu donner de nouvelles. Et il y a des meurtres qui gravitent tout autour de cette adolescente. Et voilà, il y a des journalistes qui viennent, qui se posent des questions et tout ça, parce que plus il y a de meurtres, plus ça devient intéressant pour les journalistes. Et etc. etc. Et puis je peux pas en dire plus maintenant, c'est qui est le meurtrier en fait. Voilà. Le mystère, c'est qu'il y a un mystérieux. Le mystère, il y a un mystérieux. Donc le mystère, c'est qu'il y a un mystérieux meurtrier qui est déguisé dans une sorte de fantôme qui s'appelle maintenant, aujourd'hui on l'appelle le Ghostface. Euh, donc il est déguisé en Ghostface, donc il y a un gars qui est déguisé en Ghostface, donc un gars ou une fille, on sait pas trop. Et bah voilà, maintenant on va savoir qui est le fameux meurtrier en fait. C'est ça le truc. Et en fait Scream, ce qui est vraiment énorme, c'est que ce qui m'a vraiment surpris, c'est que il y a un twist en fait. Et le twist final, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ça. Et je crois que peu à l'époque, je me rappelle, au cinéma et tout ça, personne s'y attendait, tout ça. Mais t'avais des gens t'avais beaucoup de gens maintenant qui disaient oh, qui étaient surpris, tu vois. Et à la fin du film, c'est vrai qu'on en a parlé, j'ai dit waouh, c'est génial, c'est machin, putain, je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est vrai que c'est un film qui a énormément marqué par rapport à son twist. Il n'y avait pas beaucoup de films à twist, ouais, il n'y avait pas tant que ça. Il y a eu le sixième sens qui est arrivé plus tard. Ouais, il a dû arriver plus tard que Scream, c'est quasiment sûr. Et c'est sûr certain d'ailleurs, c'est vrai que ça a été tellement surprenant qu'après, t'étais plus surpris en fait. Scream 2, j'avais encore été surpris, mais tu t'attends qu'il va y avoir un twist, tu t'attends toujours que tout le long du film, en fait c'est ça Scream, tout le long du film tu te dis ah c'est lui le tueur, ah non ça doit être lui le tueur, tu cherches à savoir qui est vraiment le tueur. Et en fait, à un moment donné, autant le premier ça c'était percutant, autant le deuxième ça commençait à être un peu lourdingue. C'était un peu tiré par les cheveux, même si t'es un peu surpris. Le deuxième est pas mal. Et le troisième m'a pas marqué du tout. Je sais même plus qui est le meurtrier ou qui sont les meurtriers dans le troisième. Le quatrième, j'ai pas dû le voir, ou peut-être que si, et les autres non plus. Enfin bref. Après, c'est du remplissage, voilà. C'est histoire de faire un film, d'attirer du monde au cinéma. Mais rien ne vaudra jamais le premier Scream, et rien ne vaudra jamais cette séance au cinéma, d'avoir découvert la série, tu vois, le début de la série comme ça, et dire waouh, pas mal, franchement, Wes Craven a fait un chef-d'œuvre dans le genre, voilà. Pour moi, je vais le mettre en chef-d'œuvre, un incontournable chef-d'œuvre dans le genre. Parce que celui-là, si tu connais pas la série, bah, je te laisse découvrir, à savoir qui va être le meurtrier ou la meurtrière dans ce Scream-là. Donc, tu verras bien. Toi, si tu enquêtes en même temps, tu cherches à savoir, toi. Donc c'était un film vraiment très intéressant. Le 2, je me rappelle avoir été déçu. Mais pour l'avoir revu récemment, d'ailleurs il passe la semaine prochaine. Pour l'avoir revu récemment, je l'avais trouvé très très bon quand même.
Et je me rappelais plus qui était vraiment le tueur non plus, tu vois. Mais après, c'est du remplissage, et bon, t'es pas. Voilà. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Donc voilà, c'est le lundi 3 novembre à 20h55 sur RTL 9. On reste toujours sur le lundi 3 novembre avec Hunger Games à 21h25 sur TMC. C'est un film de 2012, un film d'action avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson, Stanley Tucci, Philip Seymour Hoffman, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz, Donald Sutherland et il y a plein d'acteurs. D'ailleurs, j'ai reconnu un acteur que j'ai vu dans Yellowstone qui joue, que j'ai vu là, j'ai vu une photo en cherchant les noms et tout ça, en préparant ma fiche. Et je dis, ah tiens, c'est le mec qui joue dans Yellowstone. Et c'est vrai qu'il joue aussi dans Hunger Games. Donc il y a une sacrée pléiade d'acteurs là-dedans. Donc c'est un film de Gary Horos et je te lis le synopsis. Après que sa sœur a été sélectionnée pour participer au violent Hunger Games, Katniss Everdeen décide de se porter volontaire pour libérer sa sœur de son fardeau. La jeune femme et son comparse du district 12, Peta, c'est Pita ou Peta, je sais plus, devront affronter 22 autres adolescents ayant entre 12 et 18 ans jusqu'à la mort. C'est un film qui est tiré de bouquins, mais je pense que le bouquin est tiré de Battle Royale, le film japonais, où finalement le Japon décide de faire trucider une classe entière choisie au hasard pour finalement essayer de contenir la violence chez les jeunes. Voilà, donc là on est dans un univers d'anticipation où en fait pour contenir finalement les districts, les, les districts, alors ils appellent les districts, on va dire les régions qui sont encore habitées et tout ça, pour contenir la violence ou les révoltes qui ont créé, qui ont tué beaucoup de monde et tout ça, donc pour contenir les révoltes et tout ça, et ben ils créent une sorte de jeu de mort à la Battle Royale du film japonais pour finalement faire affronter toutes ces personnes-là. Et au final, ben, il reste qu'un survivant. Et voilà, c'est vraiment pour contenir la violence, ce qui est totalement absurde. Mais bon. Donc oui, c'est tiré de Battle Royale. Voilà, c'est tiré. Battle Royale est beaucoup plus vieux que Hunger Games, même le bouquin. Donc voilà, c'est très inspiré Battle Royale, mais là on a quelque chose d'un peu plus soft, un peu plus populaire, soft. Alors que Battle Royale, c'est un film d'horreur, hein, faut le dire. Là, on a vraiment quelque chose d'un peu plus soft, un peu plus sympa. Et c'est très sympa, j'aime beaucoup, en fait. Donc c'est le lundi 3 novembre à 21h25 sur TMC. On passe au mercredi 5 novembre avec Phénomène à 20h55 sur RTL 9. C'est un film de 2008 de science-fiction avec Mark Wahlberg et Zoé Deschanel. C'est un film de Mr. Night Shyamalan. Bon, alors Shyamalan, ce que j'ai besoin de dire qui c'est Sixième Sens, c'est Le Village, c'est Incassable, c'est beaucoup de films bizarres, fantastiques, vraiment très intéressants. Il y a des trucs qui sont beaucoup moins intéressants et d'autres qui sont sympas, mais en règle générale, j'aime beaucoup. Là, j'ai vu Knock at the Cabin aussi, assez récemment. J'ai trouvé très intéressant. C'est spécial, mais c'est très intéressant. Donc il fait quand même des très bons films. Mais c'est vrai qu'il a fait 2-3 trucs un peu, bon, pas terribles. Donc là, Phénomène, que j'ai vu au cinéma, j'avais bien aimé. Mais je me rappelle vaguement que d'être le seul à avoir bien aimé ce film-là. Je vais savoir pourquoi, je comprends pas pourquoi les autres ils ont pas aimé en fait. Et c'est vrai que c'est un film qui est très critiqué. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est bon, je vais te lire le synopsis. Une menace apocalyptique pour l'humanité surgit du ciel bleu avec une série de morts violentes et inexplicables qui se répandent dans tout le pays. La cause de ce phénomène terrifiant reste inconnue, ce qui pousse le professeur de sciences Elliot Moore, sa femme Alma et son collègue Julian à tenter d'échapper aux tueurs invisibles dans les terres agricoles de Pennsylvanie. Bientôt, il devient évident que personne n'est à l'abri. Donc, je vais pas t'en dire plus. Je vais pas t'en dire plus, que sinon je vais te spoiler l'ennemi en question. Et en fait, je trouve le
côté, je trouve ce film là super passionnant en fait. Et j'en garde un super souvenir. D'ailleurs, je l'ai en Blu-ray, je l'avais acheté en Blu-ray. Pour moi, c'est un super film. C'est un super Shyamalan. Bien meilleur que Le Village, par exemple. J'avais bien aimé que. Ouais, je le classerais parmi mes trois préférés de Shyamalan. Je mettrais Signe en premier, je mettrais Sixième Sens en deuxième, et je mettrais Phénomène en troisième. Après, je mettrais peut-être Incassable en quatrième. En cinquième, je mettrais Le Village. Et après, peut-être Knock at the Cabin, là. Ouais, c'est ça. Knock at the Cabin. Qui m'a bien marqué aussi, celui-là. Vachement bien marqué, celui-là. Assez surprenant, ouais. Après, j'ai pas tout vu non plus de Shyamalan. Donc voilà, c'est le mercredi 5 novembre à 20h55 sur RTL 9. Donc maintenant, on va partir sur deux incontournables prises de risque pour les deux derniers films, car je ne les ai pas vus. Donc le jeudi 6 novembre, on a À la rencontre de Forrester à 22h55 sur Paris Première. C'est un film de 2000, un drame avec Sean Connery, Rob Brown, et c'est un film de Gus Van Sant à qui l'on doit notamment Will Hunting. Je te lis le synopsis. À 16 ans, Jamal Wallace, un prodige du basketball, entre par effraction dans un appartement que les rumeurs disent habité par un ermite. Ayant entendu un bruit, il prend ses jambes à son cou et en oublie son sac à dos avec ses livres dedans. L'ermite le lui rend. Jamal constate que les textes qu'il a écrits ont été corrigés et commentés. Ouais, donc ça fait très, ça fait très Will Hunting en fait. Parce on a un prodige en fait. On a une sorte de prodige. On a quelqu'un qui est talentueux, mais c'est un peu un voyou, un petit machin, tout ça. Et finalement, il tombe sur quelqu'un qui va le pousser à exceller dans un domaine qui finalement que ce prodige a laissé de côté parce qu'il vit dans un monde particulier. Will Hunting, c'était quelqu'un qui était, on va dire, qui était à la limite, quoi, qui était on the edge, à la limite. C'était pas un voyou, mais presque. C'est quelqu'un qui est très à la limite, qui en a rien à foutre, qui cherche pas à exceller, tout ça. C'est quelqu'un peut-être un peu agressif. Ouais, c'était quelqu'un d'agressif dans Will Hunting. Et c'est un psychiatre qui va essayer de le motiver, de l'inspirer, tout ça, qui était joué par Robin Williams. Bah là, je l'ai pas vu, mais tout de suite, j'imagine bien le même délire en fait. On a un prodige qui apparemment est doué en écriture, parce qu'il va lui corriger les trucs, il va lui corriger les textes. Bah c'est un prodige du basketball, mais j'imagine que... Enfin je sais pas en fait, tu vois. Je sais pas, mais j'imagine qu'il va le pousser à exceller cet ermite en question qui est joué par Sean Connery. Le regretté Sean Connery. Comme le regretté Robin Williams, bah dis donc, ça fait beaucoup de... Donc je suis quand même tenté. Je pense que c'est une sorte de Will Hunting par rapport au même réalisateur et par rapport à une histoire qui a l'air de se ressembler. Donc c'est le jeudi 6 novembre à 22h55 sur Paris Premiere. Maintenant le deuxième incontournable prise de risque, c'est le samedi 8 novembre avec Gazwall à 21h sur Paris Première. C'est un film de 1955, un policier thriller avec Jean Gabin et Jeanne Moreau. C'est un film de Gilles Grandier. Je te lis le synopsis. Un routier renverse un homme qui était en réalité déjà mort. Bientôt, des malfrats le traquent pour récupérer un butin. Voilà, c'est tout simple et tout ça. Donc c'est un film, quand je vois le synopsis tout simple, là, je me dis, le synopsis tout simple, je me dis que ça a l'air pas mal en connaissant Jean Gabin, qui apparemment c'est lui le chauffeur routier, tu vois. Ça peut être pas mal, ça peut être sympa. Donc j'en sais pas plus, c'est une prise de risque. C'est un vieux film de 55, donc c'est un vieux film en noir et blanc. Et puis voilà, Gazwall, le samedi 8 novembre à 21h sur Paris Première. Donc voilà, c'est fini pour cet incontournable et on se retrouve samedi prochain pour soit un incontournable, soit une vidéo sur le cinéma, sur les séries
si j'ai envie de parler d'une série en particulier pendant toute une vidéo, si j'ai envie de faire un top sur des films comme les films de vampires la semaine dernière. Voilà, c'est vraiment le samedi soir, on va parler films et tout ça. Donc film, série, guide TV. Je vais quand même essayer de glisser un guide TV, peu importe ce que je fais, toi en fait. Toujours avoir ce petit guide TV en plus de un top 10 par exemple. Là, je suis quand même resté dans un classique incontournable avec un petit bavardage qui concerne finalement la télé, le film et tout ça. Bientôt, j'essaierai de te proposer, j'espère en tout cas si ça fonctionne, des tests et des critiques sur des films en 4K, etc. 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 Bon allez, je te dis à la semaine prochaine, bye bye.